le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À chaque épisode, partez à la rencontre des personnes créatives de la communauté UDS, celles et ceux qui façonnent à leur façon nos campus et notre monde. Apprenez-en davantage sur l'impact concret de leurs projets dans notre société, là où la DIAD prend tout son sens. Je m'appelle Sandrine Marie, je suis étudiante à la double maîtrise en communication stratégique internationale en collaboration avec l'UC Louvain en Belgique et j'anime notre discussion dans le cadre de mon stage au vice-rectorat à la valorisation et au partenariat. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le studio de création de l'UDS, lieu d'entrepreneuriat et d'innovation technologique, afin de vous présenter deux organisations qui ont pu profiter de l'accompagnement en formation continue qu'offre l'Université de Sherbrooke. Pour découvrir cette expérience hors pair, nous nous trouvons aujourd'hui avec deux invités que j'ai à mes côtés. Tiffaine Morel de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Et Jerry Joseph d'Energir. Bonjour. Tiffaine, je t'inviterai à commencer par te présenter et nous parler de ton rôle à l'UPA. Tiffaine Morel, je suis directrice des ressources humaines à l'Union des producteurs agricoles depuis une quinzaine d'années maintenant. Et puis, c'est sûr qu'au niveau de la direction des ressources humaines, c'est de prendre en charge tous les volets des ressources humaines, que ce soit l'acquisition de talents, la formation, puis on va en parler aujourd'hui, les relations de travail, le développement organisationnel, la paye, les avantages sociaux, etc. Puis, donc, à peu près pour 1200 employés à l'Union des producteurs agricoles. Merci. Jerry, je t'inviterai également à te présenter. Alors oui, je suis directeur exécutif à l'expérience client. Essentiellement, mon rôle et les rôles de mes équipes, c'est de s'assurer de toutes les communications clients et aussi de tout le service administratif qui supporte nos activités de solutions énergétiques. Merci. J'aimerais vous demander quels sont les enjeux de développement de compétences dans vos organisations ou chez vos clients. Tiffaine, tu peux commencer. Ils sont nombreux. C'est sûr qu'un des plus grands enjeux, c'est vraiment au niveau de l'expérience employée. Actuellement, puis depuis plusieurs années, on veut vraiment miser sur des formations qui vont développer les compétences au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau des compétences de gestion aussi. On sait qu'au niveau de l'expérience employée, de la fidélisation de nos équipes de travail, de la rétention des personnes, les gestionnaires ont un rôle clé à jouer. Donc, on veut vraiment travailler en amont aussi, puis avoir les meilleurs gestionnaires qui vont être bien outillés, bien formés, bien conscientisés, et puis donc avoir toutes ces compétences clés pour finalement être un modèle, être un guide pour nos équipes de travail. Merci. Et du côté d'Energir ? Alors, bien sûr, Energir, c'est une entreprise de distribution d'énergie. La moitié de nos activités sont en énergie renouvelable, mais l'autre partie est dans la distribution de gaz naturel conventionnel ou traditionnel. Bien sûr, qui contribue aussi au réchauffement climatique. Alors, un des enjeux qu'on a, c'est de toute la question de littératie, quand ça vient aux énergies renouvelables, quand ça vient à l'efficacité énergétique. Nos clients doivent, comme on le doit, prendre des décisions qui permettent de la réduction des émissions GES. Et c'est un des enjeux à laquelle on fait face, c'est justement de pouvoir avoir une bonne compréhension du système énergétique et des effets que la transition énergétique va avoir sur ce réseau-là. D'accord, merci. Et pourquoi avoir fait appel à l'expertise de l'UDS pour la réalisation d'un partenariat ? En fait, en 2018, donc il y a quelques années, on cherchait vraiment un partenaire qui puisse à la fois être un partenaire sérieux, crédible, reconnu aussi, puis qui puisse adapter une formation pour les gestionnaires. Donc, d'avoir une combinaison de théorie, de pratiques, de cas, puis avoir des formateurs d'expérience. Donc, on s'est vraiment posé la question il y a quelques années, quel serait le meilleur partenaire pour cet objectif-là, finalement, cette finalité-là. Et on s'est tourné vers l'Université de Sherbrooke, qui a un campus à Longueuil. Donc, l'UPA est à Longueuil, donc il y avait une proximité aussi qu'on trouvait intéressante. Puis, dans l'Université de Sherbrooke, on a réussi à trouver un partenaire qui était prêt à embarquer avec nous, puis à adapter vraiment une formation sur mesure pour nous, qui a vraiment pris le temps de comprendre nos besoins puis notre culture organisationnelle. Et Jerry ?
Nous autres, notre réflexion a débuté pas très longtemps avant le début de la crise COVID-19. On se positionnait pour voir comment Énergir pouvait justement aider les communautés où est-ce qu'ils sont placés, où est-ce qu'on est placé. Et dans cette réflexion, on a réfléchi à justement offrir un programme de formation pour des organismes et des PME qui pouvaient justement en profiter parce qu'on savait que la relance économique qui allait suivre la crise économique allait passer non seulement par les organismes et aussi par les PME, mais aussi vers un avenir beaucoup plus sobre en carbone. Alors, lorsqu'on a commencé à avoir cette réflexion-là, on a bien sûr lancé un appel d'offres et la candidature de l'Université de Sherbrooke est sortie avec non seulement une expertise en pédagogie qui était nécessaire pour le genre de parcours qu'on voulait faire, mais un peu comme à l'UPA, une approche qui allait permettre d'adapter ce parcours-là en lien avec les thématiques qu'on avait en tête pour justement cette formation. Fait qu'on avait transition savoir carbone, comme je l'ai dit, de s'assurer d'une relance verte locale. On avait aussi toute la collaboration avec la communauté qu'on voulait mettre de l'avant et aussi tout ce qui était la question de diriger à travers une turbulence. Là, la COVID, c'en était toute une. Et l'Université de Sherbrooke, c'était celle qui était prête à justement adapter un parcours pour répondre à ces thématiques-là. Super, merci à tous les deux. Sans plus tarder, j'invite deux membres de l'Université de Sherbrooke à venir se joindre à notre conversation, Claudine Trahan et le professeur François Courcy. Claudine, pourrais-tu nous parler de ton rôle à l'université? Oui, bonjour tout le monde. Claudine Trahan, je suis directrice du Centre universitaire de formation continue. Donc, nous offrons des cours tant au campus de Longueuil, comme Mme Morel l'a indiqué tout à l'heure, qu'au campus principal, sur les lieux de travail et en formation à distance. Donc, on s'occupe de fournir des activités de perfectionnement aux individus et des solutions d'apprentissage aux employeurs pour s'assurer de développer, dans le fond, le potentiel humain et de s'assurer de répondre aux besoins de compétences de la main-d'œuvre, entre autres, sur le marché du travail. Merci Claudine d'être là. François, pourrais-tu nous parler de ton rôle au sein de la formation continue? Merci de nous inviter. Moi, je suis formateur au Centre de formation continue. Je prends le temps d'analyser les besoins, d'élaborer des formations qui sont sur mesure et puis d'aller en salle rencontrer les gens, leur offrir la formation puis échanger avec eux. Merci à tous d'être autour de la table, c'est vraiment agréable. Tiffaine, maintenant qu'on a Claudine et François à nos côtés, est-ce qu'on pourrait parler plus de la formation continue en tant que telle, la formation sur mesure avec l'université ? Oui, donc depuis à peu près 4 ans, on a mis en place une formation sur mesure pour les gestionnaires qu'on a donc développée avec l'Université de Sherbrooke. C'est vraiment une formation exclusive pour les jeunes gestionnaires pour vraiment qu'ils puissent avoir des bonnes pratiques au niveau des ressources humaines, des bons réflexes, mais aussi qu'ils puissent étudier des cas concret. Donc, en fait, avec l'Université de Sherbrooke, on a vraiment travaillé sur une formation. Donc, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique, il y a des activités de co-développement aussi, il y a des documents de référence. Pour nous, ce qui était vraiment important, parce qu'à l'Union des producteurs agricoles, c'est un contexte multi-employeur. On a beaucoup de groupes qui sont affiliés à l'UPA. Donc, on voulait en même temps que ça soit une opportunité de réseautage. Puis une opportunité pour les gestionnaires de développer finalement des réflexes, des pratiques du co-développement avec des pairs, ce qu'ils n'ont pas toujours tendance à faire non plus. Puis il faut savoir qu'on a beaucoup de spécialistes à l'UPA, donc des gens en agronomie, en économie, en finance, en comptabilité, en informatique. Donc il fallait vraiment développer ce côté-là de gestion de ressources humaines, de gestion d'équipe finalement. Donc c'est vraiment quelque chose sur mesure. Puis à l'automne prochain, on entame la 5e cohorte. Donc c'est vraiment un programme qui va vraiment très, très, très bien. À chaque fois, il y a à peu près 18 participants dans les groupes. C'est la 5e. On est vraiment très contents finalement de l'engouement que les gestionnaires ont eu pour la formation. Super, c'est très intéressant. Et du côté d'Énergir ? Alors, de notre côté, c'était une formation qui était adaptée pour des PME et des organismes à but non lucratif. Ça a été un processus de candidature qui a été fait, puis surtout supporté par les employés d'Énergir.
Alors, on a eu la chance de créer 3 groupes qui étaient régionalisés, des grandes régions, bien sûr, mais où est-ce qu'on avait une quarantaine de participants qui sont passés à travers un processus, un parcours d'environ 7 semaines avec 20 heures de formation, des séances qui étaient synchrones et asynchrones sur les thématiques, non seulement de diriger à travers la turbulence, mais aussi toute la question de le faire avec un œil ou un accent de développement durable et justement d'activité sobre en carbone. Alors, cette formation-là a été non seulement grandement appréciée par les participants, mais ça donnait aussi la chance à des gens d'Énergir de participer. Bien sûr, on n'est pas des pédagogues comme l'Université de Sherbrooke, mais avec les expertises qu'on avait à l'interne, que ce soit en dotation, que ce soit en développement durable, on a été capable d'ajouter notre expertise à celle de l'Université de Sherbrooke pour justement faire un programme qui a donné aussi l'opportunité à certains de nos participants de faire des projets ensemble là, pour justement avancer à travers les temps difficiles qu'on connaissait à ce moment-là. En fait, j'entends nos 2 partenaires, puis j'entends des similitudes. Donc, dans les 2 cas, ça a permis, dans le fond, le parcours de formation a permis le maillage, le réseautage, donc ce qui était un élément essentiel qui était ressorti dans l'analyse des besoins. Dans les 2 cas aussi, il y a eu un transfert lié à la pandémie, donc à la formation à distance. Donc, ça a été un défi un peu pour les équipes, pour les apprenants, mais aussi pour l'adaptation des approches pédagogiques. On a eu la chance de travailler avec des experts de différents domaines. On travaille avec l'interdisciplinaire. Donc, dans les 2 parcours, je dirais qu'une autre chose qui est similaire, c'est qu'on a travaillé avec des experts des différentes facultés. Il y a 8 facultés à l'université, ce qui nous permet de développer des parcours où on peut passer de la communication à la psychologie avec professeur Courcy, à la gestion. Donc, je dirais que c'est ce qui semble avoir été vraiment apprécié de vos côtés. Je ne sais pas si François a un point à ajouter par rapport à ça, puisque le professeur Courcy a contribué, entre autres, à développer le modèle qu'on a travaillé en collaboration avec les équipes d'Énergir. On fait le tout vraiment en co-construction. Exact. Ce qui fait la différence, c'est que chaque milieu est particulier, a ses enjeux, ses défis, sa culture propre. Donc, à chaque fois qu'on aborde un partenariat, c'est très important de bien comprendre sa réalité, qui vont être les participants dans la salle. Et on sait qu'on ne peut pas donner de la formation si on n'a pas de lien avec les gens. Que ce soit en salle ou en virtuel, il faut trouver une façon d'aller chercher les gens, de les intéresser, puis de les amener à s'intéresser aux objectifs. Donc, c'est vraiment ça qu'on prend le temps de mettre en place pour avoir ce qu'on appelle une recette gagnante, mais je dirais comme le bon angle ou la bonne approche avec les gens qui sont là. Puis ce qui est formidable dans le modèle d'affaires qu'on a, c'est que c'est prévu. Ça fait partie de notre ADN. Puis j'en connais pas de formateurs au CEFC qui ne sont pas intéressés à s'ajuster à cette réalité-là. J'aimerais peut-être justement ajouter par rapport à ça l'adaptabilité de la formation sur mesure, parce qu'effectivement, avant de commencer la première cohorte, l'Université de Sherbrooke est venue rencontrer des gestionnaires parce qu'on voulait que les groupes, après, dans la formation, puissent travailler sur des cas concrets qui se sont véritablement passés au cours des dernières années. Donc, on voulait, on parlait de culture organisationnelle, on voulait que l'université puisse avoir le pouls de la culture organisationnelle de l'UPA, qui est assez particulière, puis aussi d'avoir des cas concrets. C'est ça qui a été finalement beaucoup apprécié ensuite par les participants, c'est qu'il y avait du concret, des outils concrets. Parce que quand on est dans la gestion de ressources humaines, on pourrait tous ouvrir un livre et puis voir un peu les bonnes pratiques en ressources humaines, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment pouvoir échanger. Puis des fois, être plusieurs cerveaux, on disait il y a de la psychologie, il y a de la gestion, etc. Puis même, j'ai envie de continuer en disant, ça fait ressortir même d'autres types de besoins de nos gestionnaires et on s'est de nouveau tourné vers l'Université de Sherbrooke pour mettre en place une formation sur mesure sur la lecture et la compréhension des états financiers. C'est un besoin qui est ressorti, qui n'avait aucun rapport avec le premier besoin, mais qui est ressorti quand même. Et donc, on a mis en place une autre formation sur mesure par la suite. Claudine, est-ce que tu aurais des questions à poser à nos 2 partenaires? Ce que je trouve intéressant à l'UPA, c'est que vous avez donné des noms à vos parcours. Et je trouve ça vraiment intéressant pour créer l'effet de cohorte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, bien sûr. La première, c'est propulsion. Donc maintenant, au lieu de dire formation sur mesure pour les gestionnaires, on l'appelle propulsion. On voulait cet effet-là, finalement, de dire vous allez grandir aussi en tant que gestionnaire. Donc, puis ça permet vraiment, parmi les autres formations qu'on peut proposer, de bien identifier celle-ci. Donc, ça fait 5 ans et tout le monde l'appelle propulsion maintenant. Elle est connue comme ça. Vraiment intéressant, merci. Bien, sur la même thématique, puis je pense que ce qui a été certainement apprécié par les gens d'Énergir, c'est un peu cette relation qui a été établie avec l'Université de Sherbrooke très rapidement dans le parcours. Ça nous a permis, justement, là, puis on a eu des rencontres, je pense, sur une base hebdomadaire pendant une longue période, de vraiment s'assurer que le cursus allait répondre aux attentes qu'on avait pour nos participants. On a joué avec les thématiques, les heures de cours de chacune période. Est-ce qu'on passait plus de temps sur le développement durable ou moins de temps là-dessus? Fait que ça a vraiment été une formation qui a été spécifiquement construite pour nos besoins et les besoins des participants, plutôt qu'une formation qui était déjà présente, qui aurait été adaptée sur les coins. Alors, ça a vraiment été une force, je pense, dans la conception du parcours. On a entendu les défis que nos partenaires ont dû surmonter. Et du côté de l'enseignement, François, je serais curieuse d'en apprendre plus. Paradoxalement, quand on est formateur, plus on a de contraintes, plus ça nous amène à être créatifs. Par exemple, on avait des gens qui étaient à distance. On avait beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas avant, qui venaient de secteurs d'activités différentes, OBNL et PME, en même temps dans la même salle. Donc, ils ont des défis, mais aussi des cultures qui sont différentes. Et l'enjeu, c'est de créer un lien avec toutes les personnes qui sont là. Donc, on a essayé des nouvelles pédagogies, des nouveaux outils. Bref, on a réfléchi vraiment à quelle était la meilleure façon d'atteindre les objectifs avec ça. Donc, pour une formation, on s'est dit, il faut qu'il y ait plus d'échanges. Donc, on va dire aux formateurs, tu peux parler 30 % du temps. Le reste, c'est les échanges, des réponses avec les participants. Et étonnamment, plus on a de contraintes, plus ça arrive à nous stimuler puis à trouver des aménagements qui font en sorte qu'on connaît un succès. Même que dans le cas d'Énergir, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Jerry, mais il y avait vraiment une énergie qui a circulé et l'impulsion est venue de nos équipes. On n'avait pas à forcer et tout le monde voulait travailler ensemble, tout le monde voulait approfondir, améliorer le parcours et ça s'est fait dans le plaisir, sincèrement. Puis je trouve que ça vient un peu de nos valeurs respectives. Donc, à l'Université de Sherbrooke, on est très concentré sur les valeurs humaines, le développement durable et c'est ce qui est ressorti de vos équipes également. Définitivement, une des valeurs importantes pour Énergir, c'est justement la proximité et le lien qu'elle a avec sa communauté. Et c'est d'avoir vraiment une philanthropie qui permet de transformer les organismes et les communautés où est-ce qu'on est. Et on pouvait sentir cet attachement-là entre nos équipes et les vôtres très rapidement. Il faut dire que les gens d'Énergir faisaient ça par-dessus les tâches qu'ils avaient au moment. Là. Puis je veux dire, la période de la COVID était certainement une période bien occupée pour plusieurs d'entre eux. Mais je pense que la fraternité qui s'est construite très rapidement, justement, a permis de faire avancer et que tout le monde le fasse dans une attente qui était quand même assez incroyable. Ce qui est intéressant aussi avec ce que vous amenez, c'est que nous, au département de psychologie, à la Faculté des lettres et sciences humaines, on est des professeurs, on fait de la recherche, mais ça nous prend un véhicule pour aller rejoindre les gens. Il y a les revues scientifiques. La formation continue, c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire, mais aussi de le rendre accessible et utile. Très important. Donc, c'est un super beau véhicule. Puis les 2 projets qu'on mène avec vous, c'est tellement pertinent. C'est vraiment dans les enjeux contemporains avec des vrais besoins des gens du terrain. Donc, une chose qu'on ne dit pas souvent en formation, c'est qu'on apprend beaucoup des participants. Donc, les questions qu'ils posent en disant « Oui, mais François, ça, là, il y a cette réalité-là aussi. Comment tu fais? » Ça permet justement de nous ajuster. Mais nous, on repart avec ces questions-là, puis ça enrichit aussi ce qu'on fait en recherche. Donc, c'est vraiment comme gagnant, gagnant, gagnant pour tous. Intéressant de voir à quel point, dans les 2 cas, il y a eu des comités de pilotage qui ont permis d'utiliser des cas concrets, mais aussi dans le cas d'Énergir, je pense au modèle d'affaires. On avait un professeur spécialisé en modèle d'affaires. Donc, Tiffaine, vous parliez tout à l'heure de ressortir de là avec des outils, de progresser tout au long de la formation avec quelque chose qui sert déjà demain matin dans le milieu de travail. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire. François parlait tout à l'heure de la recherche. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on entend souvent
dire par des employeurs avec lesquels on travaille que la recherche est soit inaccessible ou n'est pas nécessairement assez concrète pour qu'on l'utilise, alors qu'au contraire, les deux se nourrissent. Un des avantages en formation continue, c'est vraiment l'agilité. Puis on travaille beaucoup en recherche-action. Puis souvent, les employeurs qui veulent développer de la formation finissent par vouloir aussi, dans les plus grandes entreprises, vouloir développer des instituts, par exemple, d'excellence ou de formation à l'interne. Donc, comme François le disait, ça nourrit et le chercheur peut aussi transférer les données probantes pour permettre à l'employeur de demeurer, d'assurer sa pérennité puis de demeurer concurrentiel sur le marché. Tout à fait. On sait quand on rentre dans une salle de formation, qu'elle soit virtuelle ou en présentiel, qu'on n'a pas beaucoup de temps, que les gens ont 2 journées en une. Ils sont assis avec nous, mais il y a aussi les courriels, les textos qui continuent à rentrer. Donc, il faut garder l'attention. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir des choses qui sont basées sur des données probantes, donc qui vont fonctionner une fois sorties, mais que ce soit concret, tangible, mais que ce soit aussi très facile à appliquer. Donc, en sortant de là, je dois être capable de le faire. Sinon, ça reste dans le cahier, ça reste sur la tablette. Puis, c'était une belle formation, on a eu du fun, mais c'était beaucoup de théorie où c'était pas clair, c'était pas concret, où je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc, il faut vraiment s'éloigner de ces modèles-là, puis aller vraiment dans le ici-maintenant, le pratico-pratique. Puis nous, le réseautage a vraiment fonctionné parce qu'il y avait les activités de co-développement. Donc, il y avait plusieurs modules. Il y avait des activités de co-développement entre chaque module. Et tous les participants, à chaque fois que la cohorte se terminait, disaient « Mais est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer notre groupe? Maintenant qu'on a notre groupe, est-ce qu'on peut continuer finalement à faire cette activité de co-développement, même si le professeur n'est plus avec nous? Est-ce qu'on peut poursuivre? Parce que ça les a aidés. Parce que c'est comme un terrain neutre où les personnes peuvent juste parler, peuvent juste échanger sans jugement, sans... Donc, c'est très précieux aussi, les activités de co-développement. Les gens ont besoin de ventiler aussi, avec certains cas de gestion de ressources humaines un petit peu plus difficiles. Donc, ça a vraiment porté fruit. Souvent, on a des objectifs. Puis à la fin, quand on voit la finalité, il peut y avoir un écart. Mais je dirais que l'évaluation des besoins, comme on mentionnait tantôt, a tellement été bien faite qu'entre les objectifs, la finalité de départ et le fruit du travail, de la formation, puisque ça a donné aux gestionnaires, c'était parfait. Donc, c'est ça. Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on a pu observer nous autres aussi. Je pense que, puisque nous autres, la formation était axée à des dirigeants d'entreprise ou dirigeants d'OBNL, j'entendais souvent que c'était une fonction qui était seule, qui était remplie de solitude pour eux. Puis d'avoir justement la chance d'échanger avec d'autres entrepreneurs de la même région qui vivaient aussi les mêmes réalités. Ça a vraiment été un terreau fertile pour justement des échanges qui leur portaient à réfléchir autrement et qui leur permettaient d'avoir des solutions qui étaient des fois proposées de leurs collègues. Et on sait qu'il y a des relations qui se sont créées durant cette formation-là, qui ont perduré, même des relations un peu d'affaires qui se sont concrétisées entre les différents participants. Fait que certainement, là, ça a été un moment où est-ce que ça a permis de mobiliser une petite communauté d'affaires pour aller affronter les défis du moment. De votre côté, Tiffaine, ça a même donné lieu à un nouveau programme qu'on est en train de travailler ensemble. Donc, de voir de quelle façon on peut prendre les experts dans leur domaine. Vous disiez que vous avez des gens de plusieurs expertises, puis les amener dans des postes de gestion. Donc, c'est un super beau programme qu'on travaille ensemble actuellement. Oui, effectivement. Le programme Propulsion donc, est vraiment exclusif aux gestionnaires, aux personnes qui sont déjà gestionnaires, qui ont déjà des équipes de travail. Et finalement, on a pensé, on pourrait peut-être offrir quelque chose de similaire, adapté encore une fois, mais à des professionnels qui ne sont pas gestionnaires actuellement, mais qui sont soit identifiés comme à haut potentiel, ou soit qui ont un fort intérêt. Puis là, on en revient sur la mobilisation. Comment on mobilise les équipes de travail? C'est aussi en leur donnant une perspective de progression de carrière, une perspective de développement. Donc, on s'est reparlé, on a retravaillé ensemble. La valeur ajoutée que la formation a eue au sein de vos organisations, souvent on entend c'est quoi les résultats en termes d'amélioration de la performance, mais j'entends que c'est bien au-delà de ça. Je parlais de capital humain, développement de capital humain d'entrée de jeu. Comment vous qualifieriez, dans le fond, les retombées, puis de quelle façon vous avez fait cette reddition de comptes auprès de vos institutions?
Et c'est sûr que, comme on le disait tantôt, il y a des partenariats qui se sont développés à travers le parcours de formation. Je pense qu'on a donné de la visibilité aux différents entrepreneurs que je pense qu'ils en ont pu profiter aussi pour faire connaître leurs organisations. Puis ça a certainement porté fruit à chacun d'entre eux. Mais aussi, ça a été très mobilisant aussi pour les employés d'Énergir. Alors, c'était quand même une contribution les candidatures provenaient des employés, provenaient de leur communauté, des gens où est-ce qu'ils étaient installés. Et ça a permis justement tous les gens de voir comment cette formation-là a permis à ces organismes de leur transformer et de pouvoir passer à travers les difficultés qu'on connaissait au moment. Alors, je pense que ça a été non seulement une visibilité et des causes d'occasion d'affaires pour les participants, mais aussi un aspect très mobilisateur pour les employés d'Énergir à travers ça aussi. Mais nous, c'est un peu la même chose. Puis j'entendais plutôt les valeurs humaines. Puis c'est sûr que l'Union des producteurs agricoles, ça fait partie de nos valeurs. Les valeurs collectives, les valeurs humaines, la qualité des services aux membres. On représente quand même tous les producteurs agricoles et forestiers à travers tout le Québec. Donc, pour nous, c'est essentiel que ces valeurs-là soient mises de l'avant. Donc, nous aussi, c'était vraiment sur une base volontaire. Les personnes s'inscrivaient de façon volontaire. Il y a eu vraiment un engouement. Puis, il existe encore 5 ans plus tard. Puis, on a vu, en fin de compte, c'est sûr que ça se fait plus de façon indirecte, mais on a vu quand même une qualité au niveau de la mobilisation, nous aussi, des équipes de travail. Donc, la mobilisation puis l'engagement au niveau des gestionnaires. C'est sûr qu'un gestionnaire qui est engagé, qui est mobilisé, il va transmettre ces valeurs-là à son équipe de travail aussi. Donc, c'est sûr que ça, forcément, il y a un impact positif. Puis, au niveau des équipes de travail aussi, on a vu une différence, puisqu'au niveau de la fidélisation, de la rétention, la mobilisation, ça a un effet. Mais on n'a pas visé d'être plus productif. D'être plus efficace, oui. D'être plus efficient, oui. D'avoir une bonne mobilisation, un bon engagement, un sentiment d'appartenance. On est beaucoup là-dedans en ce moment, dans le sentiment d'appartenance. Donc, tout ça aide. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on quantifie avec des chiffres, mais le capital humain, c'est quelque chose auquel on tient de toute façon. Qu'est-ce que j'ajouterais aussi, c'est que nous autres, comme il y avait une trame de fond qui était très axée sur le développement durable, on a eu beaucoup de décisions qui ont été prises suite à cette formation-là, qui étaient justement pour éviter le gaspillage, de s'assurer de récupérer, de minimiser l'effet sur leur environnement. Je pense que ça a vraiment allumé quelque chose chez nos partenaires de savoir l'impact que leurs décisions peuvent avoir sur leur communauté. Et justement, ça a permis d'approcher les choses différemment. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est très quantifiable, mais on pouvait le voir dans les réflexions, dans les décisions que les gens prenaient, que maintenant, ils le faisaient avec un nouveau regard et justement s'assurer d'avoir l'aspect de développement durable en tête avant d'aller de l'avant. Et effectivement, nous, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on organise des formations, on demande de la rétroaction des participants à la fin de chaque cohorte. Ce qui est beaucoup ressorti, puis j'ai revu mes notes même avant notre rencontre d'aujourd'hui. 92% des participants ont apprécié la formation parce que c'était concret. Et ils pouvaient repartir avec des outils. Donc, ils pouvaient vraiment, c'était transférable. On dit souvent dans les formations, est-ce que ça va être transférable dans mon milieu de travail? Ou est-ce que je vais juste avoir appris quelque chose plus théorique? Tout le monde a dit vraiment le concret, le terrain, je peux le transférer même demain matin auprès de mon équipe. Beaucoup d'outils aussi. Donc ça, c'est vraiment ressorti. Puis bien sûr, la qualité des formateurs qui sont habitués à enseigner, qui sont des formidables pédagogues, andragogues, mais qui ont beaucoup d'expérience. Donc, ils ont à la fois cette expérience-là, parce que les participants, c'est sûr, quand on est adulte, on veut quelqu'un d'expérience, on veut quelqu'un qui comprenne vraiment notre réalité. Donc, à la fois cette qualité d'enseignement, puis l'expérience. On a vraiment eu des critiques merveilleuses là, sur les professeurs de l'Université de Sherbrooke dans cette formation. Non, absolument. Nous autres, on avait aussi une particularité parce qu'on avait non seulement des entreprises traditionnelles, des PME, mais aussi des OBNL qui faisaient partie des mêmes cohortes.
Alors, on avait certainement une préoccupation sur est-ce que le contenu allait s'adapter aux deux, surtout que notre programme était basé sur une trame de fond qui était de repenser son modèle d'affaires. Puis c'est un peu ce qu'on a pu voir rapidement à travers les premières séances, justement, le fait que les formateurs étaient des gens d'expérience, étaient bien capables de s'adapter aux deux réalités. Des gens aussi qui étaient déjà insérés dans le milieu du travail aussi, que ça a certainement, le milieu des affaires plutôt, ça a certainement aidé aussi à avoir ce genre de dualité-là qui était capable de vraiment mettre de l'avant non seulement la réalité des entreprises à profit, mais aussi celle des OBNL qui connaissaient des défis qui étaient similaires, mais qui partaient certainement pas du même point de vue. Alors, certainement un aspect qui a été très apprécié. Puis nous autres, de deux côtés, que ce soit au BNL ou les entreprises, les scores d'appréciation étaient très, très, très élevés aussi. Merci. Merci à tous d'avoir écouté DIA. Je tiens à remercier nos 4 invités pour leur participation. Merci pour vos témoignages. Pour le futur, on souhaite à d'autres organisations de profiter de l'accompagnement en formation continue qu'offre l'Université de Sherbrooke. À la prochaine DIAD!